Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre programme habituel du jeudi soir. Question de sport. Plusieurs interrogations sur le menu de ce programme ce soir. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui continue d'alimenter le débat avec cette mauvaise nouvelle qui vient donc du côté de Garoua et cette grogne des fournisseurs en matériel de construction de la société Prime Potomac. On parlera également du souci de la Fédération camerounaise de football, mais de l'absence des autres fédérations sur le contrôle des infrastructures sportives, puisqu'elles vont également hériter des différentes structures et espaces de jeu. On parle également de cette sortie du ministre des Sports algérien, de nouveau, qui a renchéri dans une nouvelle déclaration. Il n'a pas changé de ton. Patrick Mboma également qui évoque des doutes. On en parle dans ce programme comme deuxième thème. Le ministère des Sports, plein centre ce soir avec sa trésorerie qui est actuellement en surchauffe avec les nombreuses compétitions à venir, les Jeux africains, avec le tournoi international qualificatif olympique de volleyball masculin et féminin. Féminin, ça s'est déjà achevé donc de l'autre côté avec les multiples défaites de l'équipe nationale féminine de volleyball. Les clubs de football qui vont entrer en scène ce week-end en Coupe africaine sont également concernés par ce problème de finances au ministère des Sports. Le rôle de ce ministère, les responsabilités des fédérations vis-à-vis de la préparation des équipes, on en parle également ce soir. Et puis, on terminera avec le cas Pascal Siakam qui est en visite au Cameroun avec un camp pour former des jeunes qui ont rêvé en voyant ce joueur disputer la NBA en terminant donc champion. Il sera donc question de voir avec lui ce qu'il peut apporter au Cameroun en équipe nationale, mais surtout sur sa venue qui a été un tout petit peu problématique avec son arrivée ratée ou pas à l'aéroport international de Douala. Bienvenue à Question de sport. Avec moi ce soir, trois invités et pas des moindres. D'abord, Willy Kak, journaliste de sport très connu au Cameroun. Bonsoir Willy. Bonsoir Marc, bonsoir aux co-panélistes, aux téléspectateurs de votre programme. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, non seulement au Cameroun et à travers le monde. Deuxième invité ce soir, c'est le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball. Il réside à Douala, il est avec nous. Camille Joy Kitty, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir aux autres panélistes. Et bien entendu, bonsoir à tous les téléspectateurs de Questions de sport. Troisième invité, lui également est journaliste de sport. Il était aux derniers Jeux africains en Côte d'Ivoire. Il y avait également de la CAN, il était déjà sur ce plateau jeudi dernier. Sylvain Kwambi, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les panélistes ainsi qu'à vos téléspectateurs. Et je commence justement avec vous en parlant de ces Jeux africains 2019 du côté du Maroc. Vous étiez lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire. La prestation du Cameroun vous a-t-elle satisfaite à ce moment-là? Il faut plutôt préciser qu'en Côte d'Ivoire c'était beaucoup plus. C'est vrai que c'est un peu les jeux une de la sorte francophonie. de format. Ouais, francophonie, ouais. Voilà, multisport, mais bon, après c'était les Jeux de la francophonie et les Africains également ayant pris part. La prestation des Camerounais sur le plan de l'athlétisme était satisfaisant avec plusieurs médailles remportées. Maintenant, le football n'a pas véritablement donné satisfaction. Bon, vous connaissez souvent quelles peuvent en être les causes. Mais il faut dire que pour ces Jeux africains qui se préparent au Maroc, on ne sent pas une certaine émulation de toutes les fédérations. C'est vrai, le volleyball semble avoir ravi ces derniers temps la vedette même au football, surtout que la sélection, je pense, U20, qui devrait prendre part à cette compétition des Jeux africains. Je pense que la CAF avait apporté des précisions sur la sélection qui devait justement... Ouais, c'est désormais les moins de 20 ans. Les moins de 20 ans. Donc on ne sent pas trop une certaine mobilisation de ce côté. Bon, on se pose des questions. Est-ce que ils vont véritablement participer? Bon, on attend de voir. Tout ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a des disciplines qui se préparent. Je parlais tout à l'heure du volleyball. Je pense le basket aussi qui devrait être représenté. Et sur le plan de l'athlétisme, on remarque quand même un certain dynamisme de ce côté-là avec plusieurs meetings qui sont organisés. Et c'est souvent la discipline qui nous ramène le plus de médailles dans ces différentes compétitions. Et on espère que
avec ce qui est en train de se faire de ce côté-là, certainement on pourra encore espérer avoir plusieurs médailles. On rappelle que ces Jeux africains Maroc 2019 vont se dérouler du 19 au 31 août à venir. 5209 athlètes sont attendus pour ces Jeux africains et la préparation des équipes camerounaises se fait un tout petit peu, on va dire de façon en catimini un tout petit peu. Bon, et les équipes qui se plaignent, on parle des conditions de préparation. Oui, ça semble être finalement, difficile quand même. Ça semble être une particularité camerounaise d'avoir des préparations qui laissent à désirer, mais au finish qui, pour ces athlètes-là, partent généralement glaner des titres et des donc, si on médailles. comprend mieux, c'est la bonne recette de toujours se parler de la difficulté. Je ne sais pas si c'est la bonne recette, Dans de mais mauvaises conditions, en tous les cas. c'est un constat. C'est un constat et je ne pense pas que jusqu'ici ce constat ait présenté un visage différent. Ce qu'on sait, c'est que la plupart de nos différents représentants qui, de ce côté-là, se préparent péniblement. Souvent, on vous parle même des problèmes de transport pour s'y rendre. Il faut souvent essayer de rafistoler un peu au niveau des budgets. Mais la curiosité est souvent de voir qu'ils arrivent là-bas et réussissent quand même à représenter du mieux qu'ils peuvent le vert ou jaune. D'accord. On parle à présent de l'Afro-Basket féminin 2019 qui va débuter le 10 août, donc dans 2 jours également, du côté de Dakar au Sénégal. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball est avec nous, Camille Dior Ekiti. Où en est la préparation? L'équipe camerounaise est-elle déjà en terre sénégalaise? Oui, je peux le dire sans risque de me tromper que depuis hier soir, l'équipe camerounaise est en terre dakaroise. Il faut savoir qu'elle a passé 3 semaines de stage. 3 semaines de stage interné du côté d'Istanbul. Oui. Voilà, du côté d'Istanbul avec une quinzaine de joueuses. Et donc, 12 ont été retenues il y a 2 jours pour essayer de représenter le Cameroun à cet Afro-Basket. Et parlant justement de cette équipe féminine, l'objectif c'est quoi à cet Afro-Basket? Quel est l'enjeu au terme de cette compétition et l'objectif pour le Cameroun? Bon, on va dire que compte tenu des équipes en présence, on va dire ces deux derniers Afro, il sera question pour le Cameroun déjà de faire nettement mieux que lors du dernier Afro-Basket 2017 qui s'est déroulé à Bamako, où le Cameroun avait été classé 8e, donc il sera question de faire nettement mieux. Maintenant, quand on voit un peu la composition actuelle des poules et un peu les combinaisons possibles pour le second tour, très certainement que le Cameroun pourrait entrer dans le dernier carré. Si tout se passe bien, le Cameroun devrait pouvoir faire le dernier carré. D'accord. On croise donc les bras et on attend les résultats de cette équipe féminine de basketball du Cameroun. Autre actualité également, ce week-end, ça va bouger dans les stades, beaucoup plus du côté de Yaoundé et de Kinshasa, avec les sorties en Ligue des Champions du MS de Loum qui reçoit ce dimanche à 15 h au stade militaire de Yaoundé l'Ogre AS Vita Club de RDC et le déplacement de Stade Renard de Mélan sur la pelouse du Daring Club Motema Pembe dans le stade des Martyrs de Kinshasa, 80 000 places. Wilika, sportivement, qu'est-ce qu'on attend de ces deux formations qui ont repris le terrain d'entraînement il y a à peine 2 semaines? Mais je crois que vous avez utilisé une expression qui est forte de sens et qui à elle seule peut témoigner déjà, peut faire office de réponse à la question que vous posez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller à une compétition comme la Coupe de la CAF ou la Champions League et ne vous préparer qu'une semaine avant, alors que votre adversaire, lui, est dans les préparatifs depuis sensiblement 1 mois. Non, je pense que ce qu'il faut attendre, si victoire ou match nul il y a de la part de l'une ou l'autre équipe représentant le Cameroun, ce serait un miracle. Ce serait un miracle. Et je pense que ces équipes, leur préparation est le reflet de ce qu'est véritablement le professionnalisme dans notre pays. Parce que vous ne pouvez pas terminer une saison, comme ça a été le cas pour UMS de Loum. Encore qu'il faut le dire, n'ayons pas peur des mots, que UMS de Loum est coutumier du fait. Eux, ils ont toujours brillé par leur impréparation. Vous vous souvenez de cette histoire de passeport des joueurs qui ne pouvaient pas partir du côté de la Guinée équatoriale. Stade Renard, j'étais un peu surpris par
leur impréparation. Parce que je voyais un monsieur qui est le promoteur de cette équipe, quelqu'un d'un peu plus sérieux, contrairement à ses homologues de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais lui aussi, il est tombé dans ce qui caractérise nos dirigeants de sport, du football au Cameroun en particulier, et surtout les promoteurs de ces équipes que je caractérise, j'appelle généralement les équipes personnelles, parce qu'à un moment, rien ne bougeait à Stade Renard de Mélon parce que M. Kieté n'était pas en place. Il était hors du pays, et je me souviens avoir causé avec une personne très proche de lui et lui dire, ça veut dire que si M. Kieté aujourd'hui est malade, il est alité, Stade Renard de Melon arrête de fonctionner. Non, c'est incompréhensible. J'ai entendu des gens dire quel est l'accompagnement de la Fédération camerounaise de football, quel est l'accompagnement du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je dis, mais quelle est d'abord la part de ces équipes? Vous avez cité AS Vita Club, vous avez parlé d'Ogre, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement l'Ogre parce que les résultats le démontrent, mais même la façon dont cette équipe est préparée. Vous savez quand même qui est l'entraîneur de cette équipe, Florent Ebengue, que je salue en passant. Qui a démissionné de son poste voilà, de sélectionneur dont je de regrette RDC. d'ailleurs le départ de la sélection parce qu'il a fait des choses vraiment fantastiques avec cette équipe de RDC. Mais ça, c'est quand même la preuve qu'en Afrique, on peut avoir le cran de démissionner. Donc, pour répondre à votre question et pour éviter d'être vraiment évasif, je pense qu'il ne faut pas attendre grand chose de la prestation de ces équipes. Maintenant, on a souvent coutume d'utiliser un adage que je trouve trop idiot, c'est que impossible n'est pas camerounais. D'accord. Et on attend des résultats. Pour vous, le scénario idéal, c'est quoi? UMS reçoit AS Vita Club à Yaoundé. L'équipe n'a pas pu faire son match amical hier parce que les portes du stade militaire ont resté fermées. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. et Et le club a accusé la fédération. Non, je vois Sylvain lire. Je sais Autre avis sur la question. UMS a voulu jouer son match amical à 48 heures de son match de... Non, qu'est-ce que je dis ça c'est des Camerouniaiseries. Des 72 habitudes heures, propres au Cameroun. Il faut qu'on comprenne que quand une installation, une infrastructure sportive, et je parle sous le contrôle de M. Kamine Joekiti, qui est secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball, parce que ce qui est valable pour le football l'est aussi pour les autres disciplines. Quand un stade va faire l'objet, je vais dire quoi, de stade de réception d'une compétition internationale, elle n'appartient plus à notre pays. C'est-à-dire que vous mettez ce stade à la disposition de la Confédération africaine de football. Et à l'instant, le représentant de la Confédération africaine de football, c'est la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que pour que UMS de Loum ait accès à cette infrastructure, il faut au préalable une autorisation de la Fédération camerounaise de football. Ce que les dirigeants de UMS de Loum n'ont pas pris le soin d'aller chercher. Ils se sont dit que comme nous sommes au Cameroun, et nous sommes dans un pays où chacun fait ce qu'il veut, ils vont se lever et on va leur ouvrir les portes du stade. J'ai entendu M. Kouemo dire que si on ne leur ouvre pas les portes du stade, ils vont boycotter le match. Et puis j'ai bien envie de dire, and so what? Ça aura quelles conséquences? À vous écouter, la fédération n'est en rien responsable de ce qui s'est passé pour ce match amical. Sylvain, rapidement. Non, Marc, la première chose qu'il faut dire, c'est que on a souvent l'habitude de dire qu'un entraîneur doit transmettre son programme. Vous représentez le Cameroun et vous participez à une compétition internationale. Est-ce qu'il y a même d'abord un programme de préparation qui est mis en place? C'est la première chose. Et si jamais il y a un programme, communiquez-le à l'instance fêtière pour que certaines dispositions soient prises pour encadrer votre préparation. C'est de ça dont il est question. En quoi est-ce que la fédération serait responsable que vous vous leviez le matin, même les matchs amicaux? Et c'est pourquoi je suis très amusé de voir la manière dont nos équipes disent on joue des matchs amicaux. Mais c'est des trucs entre petits copains, c'est-à-dire Marc, vraiment ton équipe là, retrouvons-nous au stade de Bépanda le soir et on joue un match amical. Mais il faudrait peut-être aussi que la fédération veille à ce que désormais, même ces matchs amicaux soient réglementés. Ouais. Parce que lorsque vous êtes une équipe sérieuse, professionnelle, il y a un minimum d'encadrement qui doit se faire dans la participation. Parce que vous engagez des vies des personnes. Imaginez un instant que dans un match amical, dont ni le ministère des Sports, ni la FECAFOOT, peut-être même ni la Ligue de football professionnel n'est au courant qu'un enfant décède.
que vous voyez les implications que ça peut engendrer. Donc, il faudrait que les gens apprennent à s'organiser. Et ce n'est que ce qu'on demande à ces responsables. Le minimum. Cette organisation-là, ce n'est pas... Bon, il n'y a qu'au Cameroun qu'apparemment, même les petites choses sont tellement compliquées que... On en parlera jeudi prochain après les matchs du tour préliminaire de Coupes africaines. Il ne faut rien attendre de nos deux représentants si ce n'est le miracle. D'accord. Il ne faut rien attendre d'eux. Et curieusement, le miracle est camerounais, Sylvain. Oui, apparemment. Peut-être le miracle est camerounais. D'accord, on dit très souvent, il y a ce proverbe qui dit, comment on fait son lit, on se couche. Il paraît que Dieu est le Nyandom des Camerounais. D'accord, allez, on va aborder le premier thème majeur de ce soir, relatif à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, qui se sent de plus en plus menacée au regard des informations et des nouvelles qui parviennent de par l'Afrique et même au Cameroun, justement en direction Garoua, où hier matin, il y avait un mouvement d'humeur des fournisseurs de matériel de construction de la société Prime Potomac à la suite d'un communiqué de Ben Modo, PDG de Prime Potomac, qui annonçait le retrait de sa structure dans 3 chantiers de la ville de Garoua. Reportage. Garoua, les fournisseurs du matériel de construction des chantiers de l'entreprise Prime Potomac sont en colère. Ce mercredi matin, ils paralysent toutes les activités. Pour cause, ces derniers viennent d'apprendre par le biais d'un communiqué rendu public par Ben Modo que Prime Potomac, de concert avec l'État du Cameroun, a cédé une partie de ses chantiers. Une mauvaise nouvelle qui prend de court ses nombreux fournisseurs. Attendu 2 ans. Nous en avons marre. Tout juste, c'est notre argent que nous réclamons. On a assez attendu. Il nous a bluffé en nous disant que c'est le projet du chef de l'État. On a attendu, on a accompagné ce projet. Hein? La canne qu'on doit recevoir doit être une canne de joie, une situation apporteur d'affaires. Mais aujourd'hui, nous sommes plutôt en une situation d'approvisionnement total. Qu'est-ce que l'État prévoit pour nous, pour sortir les fournisseurs de Garoua dans cette situation? Pour entrer dans leurs droits, les fournisseurs de matériel de la société Prime Potomac sont allés à la rencontre de Ben Modo, PDG du groupe. Après plus de 2 heures de discussion, ce dernier leur a assuré qu'ils auront leur dû. On est en train d'attendre, on ne sait pas jusqu'à quand, on ne sait pas ce qu'on va faire. On remet tout ça sur la main de l'État. L'État va nous gérer, peut-être, je ne sais même pas comment. Après de rudes batailles, Prime Potomac perd finalement les chantiers des stades d'entraînement de Réré et de Pompomré, et également l'hôtel de la Bénoué, au profit d'une autre entreprise à qui le gouvernement se chargera d'attribuer le marché dans les prochains jours. Un changement d'entreprise adjudicataire qui intervient dans un contexte tendu où le Cameroun voit déjà sa CAN 2021 menacée par l'Algérie et le gros retard observé dans les chantiers des différents sites. Je ne suis pas surpris, puisque c'est des informations que moi j'ai, et d'ailleurs que j'ai souvent rendues publiques toutes les fois où j'ai été invité sur un plateau de télévision. Je me souviens même que dans une chaîne seule, les gens m'ont traité de tous les noms d'oiseaux sauvages et tout ce que ça comporte. Non, je vais être honnête avec vous. Quand vous crachez contre le vent, ces crachats vous reviennent dans le visage. Il y a beaucoup de mensonges dans les préparatifs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Marc, aujourd'hui, je vous ai vu dans les images, dans la caravane, que ce soit les caravanes des ministres et même le gouverneur, j'en riais. Parce qu'à chaque fois, on a toujours tendance à berner les Camerounais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Est-ce que vous savez que le stade de Japoma, dont on nous fait croire aujourd'hui qu'il est à 95% prêt, qu'il est déjà terminé. Qu'il est même déjà terminé. Ce stade, je le dis et je regarde cette caméra. Le premier match plein, je dis le premier match plein qu'on jouera sur ce stade, on perdra 25 000 sièges au niveau des villages. Je vous donne une information. Votre chaîne est une chaîne sérieuse. Je dis le premier match plein qu'on jouera dans ce stade de Japoma. Qu'est-ce que vous faites? Je dis la qualité de ces sièges n'est même pas d'abord réglementaire. J'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé des photos qui disait qu'il sautait sur ces sièges. J'ai dit mais vous racontez du n'importe quoi. Parce que je suis allé... D'où l'importance de faire des tests bien avant. Effectivement, il faut réceptionner ces stades, ces infrastructures. Il faut les réceptionner.
Il faut réceptionner ces infrastructures. Et tout le monde aujourd'hui veut nous faire croire qu'une Coupe d'Afrique des Nations, un CHAN, c'est que les infrastructures sportives. Max Chouamon, aujourd'hui, pour partir de Yassa, pour votre lieu de service, vous faites 4 heures de temps. Parce qu'on me dit qu'on est en travaux. Oui, on va revenir sur, voilà un sur ce cas particulier. Revenons sur le cas de Garoua. Justement, nous sommes actuellement en août. Si la CAF venait à confirmer, par exemple, l'organisation du CHAN pour janvier-février, on est en train de changer d'entreprise adjudicataire. Vous savez ce que c'est que l'administration du Cameroun? Le temps de changer cette entreprise, le temps pour ceux qui sont en charge d'auditionner les entreprises, de voir ce qu'elles vont gagner, pour ces personnes gagner en termes de backchiche. Au moins 4 à 5 mois. On aura perdu au moins 5 mois, Max Chouamon. Il faut qu'on soit sérieux. Depuis 2014, on dit aux gens, mettez-vous au travail, mettez-vous au travail. Les gens, ils restent dans les bureaux, ils font des rapports qu'on leur fait dans leur bureau. Écoutez, hein, moi je vous dis une chose, c'est calme. Si on est sérieux, qu'on oublie. Et M. Biya, s'il veut rester le premier sportif du Cameroun, qu'il sache que les gens l'ont fait mentir et qu'il frappe. On va revenir sur cet restons d'abord sur le cas de Garoua. Sylvain Kwambi, quelle chance pour ces fournisseurs de matériaux en construction de rentrer dans leur dû? Quelle assurance ont-ils, puisque ça fait 2 ans qu'ils réclament de l'argent à Prime Potomac qui aujourd'hui dit aujourd'hui c'est plus moi qui m'en occupe, l'État va vous dédommager et autres. Quelle garantie ils peuvent avoir ces fournisseurs-là? Max, pour une fois tu perds ton latin. Non, c'est qu'en fait, je suis... moi, à un moment, je vous assure, je suis insensible à tout ce que je vois là. Je vous assure, je suis totalement insensible. Parce que on ne peut pas passer tout le temps à dire des choses. À dire, c'est pas bon. À dire, voilà. Vous savez que même la propre confrérie, à un moment, a été complètement divisée sur la question de ces infrastructures, à Garoua particulièrement, oui. Où des confrères sont montés au créneau pour insulter à la limite ceux qui disaient qu'on fonce tout droit vers le mur. Mais j'ai jamais vu ces confrères... surtout le cas de l'entreprise Prime surtout pour le cas de, justement, qui a gagné le plus grand nombre de marchés dans cette zone. Surtout pour le cas de cette entreprise Prime Potomac. On a pris des anciennes gloires qu'on a déplacées. Donc vous voyez combien est-ce qu'on a pu dépenser pour déplacer autant de personnes pendant que il y a des gens qui ont fourni le matériel et qui, 2 à 3 ans plus tard, ne font pas rentrer. Ils ont fourni les matériaux, les matériaux et tout. Et qui, 2 à 3 ans plus tard, ne sont pas encore entrés en possession de leur dû. Donc voilà, c'est-à-dire, l'essentiel, c'est le matu vu et ce qu'il faut véritablement faire pour qu'on avance progressivement vers l'organisation de la CAN. On ne le fait pas. Et aujourd'hui, j'ai suivi justement dans le communiqué je ne sais pas si je vais dire qui sanctionnait le départ de cette entreprise-là. On parlait du retrait des marchés à 2 semaines de la fin des travaux. Mais on vient tous de voir les images, Max Chouamon. C'est vrai, nous ne sommes pas des experts en bâtiment, comme on aime souvent nous dire. Nous ne sommes pas des ingénieurs. Mais quand même, quand vous voyez un bâtiment, chaque jour, quand on se balade là à quoi, ou je sais pas, on voit des bâtiments et on voit même souvent des chantiers qui vont 24 sur 24, c'est-à-dire nuit et jour. Et on peut évaluer la période avec laquelle on prend pour... Je relance Kaminjo Ekiti. Vous êtes secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball. Vous êtes un responsable d'une fédération et vous côtoyez les infrastructures du Cameroun presque tout le temps pour organiser donc votre compétition. Mais quand on regarde le cas de Prime Potomac, où est l'urgence de retirer ces chantiers à cette société alors qu'elle déclarait qu'elle devait terminer dans 2 semaines? D'où vient l'urgence de retirer 3 de ces chantiers majeurs? Le stade de Reiré, on rappelle, stade d'entraînement de Reiré, stade d'entraînement en Poumpoumeré et l'hôtel de la Benoué. Écoutez, moi, est-ce qu'il y a un agenda caché derrière ce retrait? Parce qu'on a lu le communiqué de Ben Modo qui disait après une bataille avec des détracteurs dans, est-ce que c'est de la zone de Garoua ou bien c'est dans le gouvernement qu'il a des détracteurs, Ben Modo? Ben, comme je voulais le dire tantôt, moi je pense que c'est assez compliqué de voir les choses ainsi, de continuer de voir les choses ainsi, de continuer de voir nos atermoiements
autour de ces infrastructures, de la construction de ces infrastructures. C'est vrai que Prime Potomac a été... on a vraiment raillé cette entreprise-là. Oui. Maintenant, elle n'a pas non plus montré qu'elle était capable d'aller au bout de son boulot pendant longtemps. Sauf que s'ils annoncent qu'ils étaient à 2 semaines de la fin de leurs travaux et que ce soit aujourd'hui qu'on mette fin à leur contrat, bon, il y a des questions à se poser. Il y a certainement d'autres types de batailles qui se jouent ailleurs et que nous ne percevons pas. Mais Marc, il faut quand même préciser, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce type de situation. Vous vous souvenez les stades de construction des communes annoncés par l'ancien président de l'Africafoot, M. Tombi Aroko. Vous vous souvenez? C'était Prime Potomac qui avait gagné ces marchés. Et à un moment, l'Africafoot était monté au créneau pour dire cette entreprise. Elle était même allée jusqu'à parler d'une entreprise fictive qui n'existe que pour escroquer. Si vous vous souvenez de la thèmes de l'époque. Voilà, les thèmes de l'époque. Si vous vous souvenez de la bataille à cette époque. Et on a tourné cela en dérision. La grande surprise, c'était que l'État, cette fois-ci, maintenant, monte au créneau pour démontrer que ce n'est pas une entreprise fictive et on lui donne des gros marchés. Aujourd'hui, c'est cet État-là qui lui retire les marchés à 2 semaines de la livraison, quand même. Selon l'entreprise. Je voudrais revenir sur la question que vous avez posée à Camille Joekiti, si vous me permettez. Que voulez-vous que les fédérations fassent? Puisque les fédérations elles-mêmes, d'ailleurs, les infrastructures aujourd'hui, malheureusement, c'est la faute à la politique de sport au Cameroun, appartiennent à l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui est en charge des infrastructures. J'en parlais encore dernièrement pour le palais polyvalent de sport, où il y a une sélection nationale qui n'a pas pu se préparer pour une compétition parce qu'il y avait un événement extra-sportif organisé dans ce palais polyvalent de sport. Qui est en charge de la gestion du palais polyvalent de sport? Ce n'est pas les fédérations. C'est non plus le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Donc, vous comprenez qu'il y a la marge de manœuvre des fédérations aujourd'hui dans ce genre de chantier, elle est limitée. C'est l'État qui doit prendre à bras le corps la situation actuelle, parce que c'est l'État qui est pourvoyeur de ces infrastructures sportives aux fédérations civiles nationales. Oui, on reviendra sur cet angle tout à l'heure, cet angle du débat, mais revenons un peu au cas de Prime Potomac. Sylvain a bien fait de rappeler l'épisode de la Fédération camerounaise de football avec cette entreprise, mais on se souvient aussi qu'il y avait à l'époque de l'ancien ministre Bidonkwat que cette société était déjà mise à mal par le ministère des Sports, Prime Potomac. Mais aujourd'hui, ce retrait n'est-il pas un aveu d'échec de la part de l'État aussi, ce retrait à quelques semaines de la livraison? Vous faites bien, Marc, c'est-à-dire, on aime dans ce pays, lorsqu'il y a un échec quelque part, à vite trouver le bouc émissaire. Mais je l'ai dit sur un plateau, lorsque l'ancien Premier ministre Philémon Yang allait du côté de Garoua et avait menacé les entreprises adjudicataires, il leur avait dit, si le Cameroun se voit retirer la Coupe d'Afrique des Nations, vous allez en payer les frais. Mais j'en ai dit. J'ai dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas être le Premier ministre d'un gouvernement qui doit pourvoir des fonds à ces entreprises. Moi, j'ai eu une conversation avec monsieur Ben Modo, ça je vous le dis. Vous ne pouvez pas imaginer les difficultés qu'a ce monsieur. C'est les mêmes difficultés qu'a l'entreprise qui doit refaire le stade de Bapelépé et de Bonamou Sadi. Ouais. Actuellement, les travaux sont à l'arrêt. Depuis 7 mois. Les travaux sont à l'arrêt. Vous avez causé avec M. Mokoko, qui vous dit les mêmes choses que M. Ben Modo. L'État du Cameroun sait où est le problème. Il faut un financement, il faut de l'argent. Mais sauf que les gens se sont rendus coupables de détournement de l'argent mis à la disposition de la construction des infrastructures. Aujourd'hui, l'État est face à une situation, à plusieurs situations. La crise sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une équation à plusieurs inconnus. Et il n'y a pas d'argent dans les caisses. Non. Le ministre, attends, si tu permets, Sylvain, le ministre des Finances, il le sait. Il y a un problème aujourd'hui. Il y a de l'argent qui est sorti pour ces infrastructures. Ceux qui devaient verser cet argent à ces entreprises ne l'ont pas fait. Et donc aujourd'hui, l'État a cette difficulté et elle a encore ressorti de l'argent pour ces infrastructures. Prime Potomac, je ne veux pas me substituer à leur avocat ici. Le cas avec la Fédération camerounaise de football, il faut qu'on dise aussi que M. Tombiaro, qu'on n'a pas dit la vérité dans ce partenariat entre la Fédération camerounaise de football et Prime Potomac. Et on a joué facile
comme c'est le cas au Cameroun, quand on échoue, on cherche le bouc émissaire. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a aussi dans ce partenariat entre l'État du Cameroun et Prime Protomac, il y a un autre partenariat que vous avez tendance à oublier. C'est un partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Ouais, qui sont en Qui sont arrière-plan. Bah oui, justement. de et les cette États-Unis structure. aujourd'hui se plaignent parce que la partie camerounaise n'a pas versé. Ça coûte pas. Ça coûte pas. Justement, mais Sylvain, pourquoi est-ce que la société Yenigun, qui s'occupe du stade de Japoma, n'a pas arrêté de travailler, qui a fonctionné avec des fonds propres, et les autres structures ou les autres sociétés n'ont pas pu le faire? Pourquoi dans le choix des entreprises, on n'a pas détecté des entreprises qui pouvaient autofinancer leurs travaux jusqu'à terme? C'est à ce niveau que je voulais interpeller Willy, que Willy fasse attention. Il parlait tout à l'heure de cette première situation avec la Fédération camerounaise de football à l'époque de Tombi Aroko, où prétendument Tombi Aroko n'avait pas dit toute la vérité. C'était un peu fou. Ok, je peux le lui accorder. Mais sauf que dans les échanges, il était justement question que Ben Modo finance les travaux et qu'il se fasse rembourser plus tard. C'est de ça dont il était question au départ. Donc, arrivé à un moment, il exige plutôt le financement pour commencer les travaux. Donc, il y a déjà deux langages différents. C'est de ça dont il est question. Je ne suis pas en train de vouloir incriminer totalement Prime Potomac, parce qu'on sait exactement que, justement, comme vous l'évoquez, l'État ne joue pas pleinement sa partition dans l'évolution des travaux. Et la grosse curiosité, justement, dans cela, c'est que vous vous souvenez, lorsque le Maroc a commencé à mettre la pression et qu'on a justement commencé à évoquer ce cas de financement, il y a eu une sorte de, je crois que c'était levée de fonds que le ministre je ne sais plus quel ministre, je crois de l'économie, je ne sais pas, c'était, ou des finances, quelque chose comme ça, avait lancé. Et on nous avait fait comprendre à cette période où des gens devaient prendre des parts de marché et tout. Je ne sais pas trop comment ces termes techniques-là sont utilisés dans l'économie. C'est vrai, c'est vrai. Mais les gens comprennent exactement de quoi. Moi également, je me souviens. Emprunt obligataire. Je me souviens exactement de emprunt obligataire. Voilà. Et on nous avait fait comprendre en moins d'une semaine que l'argent qu'on réclamait était largement atteint déjà et il devait encore avoir... Pour être plus exact, l'emprunt obligataire dont on parlait avait déjà été consommé au moins à 80%. Voilà. Au moment donc, de... avant même l'initiative... Voilà. Donc c'est pour dire que normalement, les affaires de questions sécuritaires qu'on va évoquer, il ne faut pas qu'on nous distrait. En 2014, lorsqu'on nous octroie l'attribution de la CAN, il n'y a pas de problème de crise sociale. C'est vrai que Boko Haram semblait déjà... Non, ça semblait déjà être maîtrisé quand même, mais c'était plus... C'était encore les soubresauts. Voilà. Donc, et puis, il faut le dire, dans le projet justement de construction des infrastructures, puisque vous vous souvenez, le président de l'Africa Foot, du comité de normalisation à cette époque-là, Joseph, on avait vanté justement que M. Tombi Aroko avait brillamment défendu le projet. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le projet défendu, il y avait tout un plan. Je crois que c'était quadrinal pour la mise progressive en place des infrastructures. Oui, et à l'époque, il y avait encore ce fameux projet Pendis, non? Voilà. Si ce plan avait été... Non, mais il faut rappeler que le Pendis, ce n'est pas du ressort de l'Africa Foot, mais c'est du ressort de l'État. Oui, mais je dis à l'époque, la présentation vous avez un projet et vous faites des propositions sur la manière dont les projets peuvent être menés. Alors, si cela avait été scrupuleusement respecté, je pense qu'on n'en serait pas là et on n'aurait même pas perdu la CAN 2010. Camille Joy Kitty, à l'alerte, rapidement on va sortir ce premier thème, et à l'alerte de Garoua avec ce problème de Prime Potomac, il faut trouver un nouveau prestataire pour reprendre les travaux et les achever pour les 3 chantiers. On rappelle que Prime Potomac n'a plus qu'à sa charge le stade d'entraînement de Coton Sport, également l'autre tel, 70. La restructuration, la réfection du stade de l'hôtel La Benoué. Oui. Non, on a retiré cela. Il ne reste plus que 2 chantiers désormais pour... Ça veut dire que sur la restitution, stade d'entraînement de Coton Sport. Il y a le stade d'entraînement de Coton et je parle le complexe Rumde Adja. Mais le stade en lui-même, c'est une autre société. Je crois que c'est Mouta Injil qui s'en occupe. Alors, il y a eu des remodissements, de la lettre de Garoua, un signe, pas précurseur, mais un autre signe également après la déclaration du ministre algérien des Sports. Ce ministre algérien des Sports, si la réalisation est avec nous ce soir, qui a renchéri, qui est revenu sur ses propos et qui n'a pas changé de cap, le ministre Raouf Benzaoui de l'Algérie. Si on peut voir justement cette une du site pressport.com qui a remis une couche justement, si on peut encore bien élargir pour qu'il ait testateur
puisse bien lire cette nouvelle sortie du ministre des Sports algérien qui insiste et qui ne change pas de cap, alors que le secrétaire général de la Fédération algérienne de football avait nuancé un tout petit peu, calmé le jeu, mais le ministre algérien des Sports est clair, il est formel. Son pays a bel et bien été approché. Camille Doekiti, là on est dans un jeu de diplomatie. Qu'est-ce qui se passe véritablement? On a l'impression que c'est vraiment sérieux cette CAN 2021 et que la CAF ne veut pas se retrouver dans la même impasse qu'il y a quelques mois. Oui, la vérité c'est que quand on suit le mouvement sportif, quand on a vécu le glissement, parce qu'il faut le dire comme ça, quand on a vécu le dernier glissement et que bientôt, 1 an plus tard, que nous n'ayons pas véritablement avancé nous-mêmes, soyons sérieux, c'est quand même suffisamment grave. C'est quand même suffisamment grave pour être inquiet parce que presque tout est à l'arrêt depuis le glissement. Les chantiers n'ont pas évolué et voilà, maintenant je ne veux pas croire non plus que nous sommes suicidaires parce que s'il arrivait encore qu'une deuxième fois cette CAN soit retirée au Cameroun, ce serait la catastrophe. D'accord, je vais donner un peu le contenu de cette nouvelle réaction du ministre des Sports algérien. Si on peut la voir encore en image, avec la réalisation décidément justement du ministre algérien qui dit « Oui, je le redis, il a été demandé à l'Algérie si elle pouvait organiser la CAN 2021 ». A réitéré donc le ministre algérien. Il dit « Vous savez, la CAF ou même la FIFA, pour la Coupe du Monde, doivent avoir des plans B, C ou D pour parer à toute éventualité. Après, il n'est pas sûr qu'ils les utilisent. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie a les moyens d'organiser cette CAN sans même attendre la réception des 4 nouveaux stades qui sont actuellement en construction. » Voilà donc les propos du ministre des Sports algérien. Il n'est pas le seul. Après cette sortie, il y a également une sortie de Patrick Boma, si on peut également avoir cette autre une de Presse-Sport du magazine d'hier, et qui émet des doutes délicats sur cette CAN 2021, des doutes liés à l'avancement des chantiers. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses. Pas seulement sur le plan sportif, hein. Oui, les autres infrastructures, les routes et autres. Écoutez, avec tout ce qui... vous savez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le problème, la communication qu'on fait tout de la préparation et du CHAN et de la CAN 2021, puisqu'on y est encore, c'est qu'on a tendance à ne se focaliser que sur les infrastructures sportives. Il y a beaucoup d'autres choses qui interagissent dans l'organisation d'une compétition. Il y a la crise sociale dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest. Est-ce que d'ici 2021, ce sera résolu? Qu'est-ce qui pour l'instant est fait dans ce sens-là? Et moi, quand je vois les initiatives du gouvernement et de l'État en place, je suis désolé, mais j'en doute. Vous avez au moins 3 stades dans les régions anglophones. Vous avez le stade omnisport de Limbé, vous avez les 2 stades annexes, vous avez le stade de Moliko. Actuellement, même si on vous paye 1 million, on vous dit Marc, choix-moi aller en mission à Boya, vous êtes dans un embarras. Vous avez ça. Et vous avez aussi même l'assiette budgétaire de l'État du Cameroun qui est en difficulté aujourd'hui parce qu'il y a des priorités souveraines. On vous dit des priorités de souveraineté qui sont quoi? La lutte contre le Boko Haram, la crise socio-politique, la lutte contre la vie chère, la santé. La santé même. Tout dernièrement encore, on a salué les initiatives du ministre de la Santé, monsieur le docteur Manaouda Malachi, permettez-moi de le saluer ici, et il a lui-même découvert les conditions de fonctionnement de nos établissements. Il faut rappeler que dans son département également, ils doivent aussi être prêts, hein, les hôpitaux et autres, ce qui n'est pas encore le cas à 100%. Marc Chouamon, vous êtes le stade omnisport le stade de la réunification de Douala. Il a un jet de pierre de l'hôpital de Deido. Vous connaissez comment est-ce qu'on traite les patients à l'hôpital de Deido? J'ai un doigt aujourd'hui qui ne peut pas se plier. À cause de cet hôpital, j'ai failli perdre mon épouse. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est retenu? Est-ce que vous êtes sûr que cet hôpital est retenu? Non, ce n'est pas question de rétention. Marc, pour partir du stade de la réunification de Bépanda, qui est un stade d'entraînement pour l'hôpital La Quintini, s'il est 9 h du matin, il faut prendre un hélicoptère. Parce que vous ne pouvez pas passer par Bopi. Il y a d'abord des nids de poules. La circulation, elle est véritablement dense. Vous ne pouvez pas passer par Bessengue. Vous ne pouvez pas passer, même si vous voulez contourner, par Deido. Parce que c'est extrêmement compliqué. Et comme il n'y a pas d'héliport encore. Il n'y a pas d'héliport à la Quintini. Donc vous comprenez que tout cela, mis ensemble, nous démontre que nous ne sommes pas véritablement prêts. Ouais, on va sortir de ce premier thème avec cette question. Camille Joy Kitty est là.
Mais, monsieur, ces infrastructures, c'est vrai, c'est pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a également des complexes qui sont construits pour doter les autres disciplines en espace de jeu. Et lorsqu'on voit les différentes missions, Sylvain Kwambi du gouverneur, du ministre des Sports, du Premier ministre, de part et d'autre, on voit les dirigeants de la FECAFOOT au premier plan parce que c'est la CAN, mais on a l'impression que les autres fédérations ne suivent pas le mouvement. Est-ce qu'ils ne doivent pas également s'intéresser à l'évolution des différents chantiers puisqu'ils vont en bénéficier pour peut-être organiser d'autres compétitions? On sait que le Cameroun doit accueillir la CAN de handball 2020. Est-ce que la Fédération canadienne de basketball a déjà été... Non, si vous permettez, je vais rapidement répondre à cette question. Je prends le cas de Japoma, par exemple. Aujourd'hui, on est focalisé sur l'infrastructure de football. Donc, c'est-à-dire que, pourtant, nous avons parlé au départ d'un super grand complexe multisport. Aujourd'hui, on est beaucoup... à votre décharge Non, si vous ne comprenez pas, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, pour l'instant, on est beaucoup plus... C'est ce que je suis en train de dire. On est beaucoup plus focalisé sur l'infrastructure qui va abriter la CAN. Donc les autres, on essaie. Il n'y a pas un œil regardant sur les autres infrastructures. C'est de ça dont il est question. Je vous prends un autre exemple. Ici, au stade de Bépanda, qui devrait également être un complexe multisport. Vous vous souvenez que la charpente d'un gymnase s'est écoulée. Ça fait le cadre du Pendis. Il a été détruit, non? Oui. C'est pour ça que j'ai dit que ça rentrait dans la finition du stade omnisport pour être un complexe multisport. La toiture de ce gymnase s'est écoulée, ça fait, si mes souvenirs sont exacts, plus de 5 ans quand même. Non, tu n'es pas dans les... C'est pour ça que j'ai dit que ça fait plus de 5 ans quand même. Mais le bâtiment a été totalement détruit. À l'époque, c'est M. Bexas. Le régional, c'était Guidjo. Le régional des sports, c'était Emmanuel Guidjo. Donc, de là à aujourd'hui, on a fait semblant de relancer, mais quand vous passez... Non, il a été détruit totalement. Il a laissé place au stade annexe, qui doit construire un autre gymnase sur un autre endroit. Vous voulez donc que le président de la fédération de basket ou de handball ou de volleyball aille faire quoi dans la visite d'une structure? Bon, peut-être l'athlétisme, puisque tous nos stades apparemment... mais il y a également la réception du tartan pour l'athlétisme, la fédération. Les autres fédérations, est-ce qu'elles doivent rester en retrait? Ça, c'est la question, Camille. Oui, non, je voudrais dire que pour faire partie d'une délégation officielle comme celle que nous voyons au quotidien, il faut quand même être convié. On ne va pas s'improviser dans ces délégations-là. Mais pour le cas de Japoma, effectivement, il faut savoir que le gymnase multisport, il y a un gymnase multisport à côté qui est en construction, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable regard dessus. En fait, ça, c'est la faute des médias aussi. Les travaux sont en bonne voie. Mais les travaux avancent sur ce coup-là. Par contre, pour le cas d'Olembe, ce n'est pas ça. Ils ont véritablement mis de côté pour pouvoir faire avancer l'infrastructure du football. Bon. À Olembe, c'est... Dans le Nord, je pense que rien n'était prévu de ce côté-là. Si tu me permets, Camille, de te tutoyer, parce qu'on suppose qu'à Yaoundé, il y a le palais polyvalent des sports. Bon. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas de structure. Est-ce que vous êtes obligé, vous, par exemple, de jouer soit au Collège de la Salle, soit à Liberman, qui sont des structures privées? Mais je veux dire que je suis d'accord avec vous, Max. C'est cela que je parlais tout à l'heure. Que peuvent les fédérations? Ce gymnase dont nous parlons fait partie d'un programme initié par le chef de l'État. C'était un don du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Il était question, dans le cadre du programme national de développement des infrastructures sportives, le PENDIS, de construire des infrastructures sportives de ce genre dans tous les lieux de région pour permettre aux jeunes de se livrer à leur passion. Actuellement, à Yaoundé, le gymnase qui est à côté du complexe du stade annexe, je ne sais pas si on peut y jouer. Non, c'est oublié. C'est oublié. Voilà, on a oublié le chantier. Aussi bientôt pour laisser place voilà, c'est clair. On va le raser lui aussi. Qu'est-ce que vous voulez que les fédérations fassent? Regardez tout l'espace. Tout à l'heure, on parlait de Limbe, par exemple. On parle de Limbe. Regardez tout un espace dont on a juste déposé un stade de football, un stade annexe de football et des parkings. Regardez l'espace. Les autres disciplines auraient pu en profiter. Les autres disciplines auraient pu en profiter. Donc, et si vous regardez la plupart des infrastructures, on ne se focalise que sur des gigantesques stades et tout un espace qui sert à
a conçu des parkings, et Peut-être même pas une boutique. les vendeurs vont venir Voilà, s'installer. même pas une boutique. Les commerçants. Mais Mais ce qu'on retient, ce qu'on Ouais, retient, ouais. ce qu'on retient de la sortie de Kemin Joy Kitty, c'est que en marge, c'est-à-dire qu'au-delà des visites habituelles pour la CAN, le ministère des Sports peut également organiser une autre visite des chantiers pour les autres fédérations, pour contrôler les autres chantiers qui n'ont rien à voir avec le football et la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'on retient. Alors, on va passer au second thème de ce programme en faisant un plein feu sur le ministère des Sports. Mais bien avant, prenons la direction de Paris où s'est organisé un tournoi à l'intention des vétérans de football en Europe, organisé par la Fédération internationale de football vétéran en Europe, la FIV, coordonné par Fred Siewe. Et il était notre reporter, on va dire, correspondant à Paris, Eric Golf Kouachou. Noé Richepin y était aussi. Reportage. 540 joueurs repartis en 23 équipes sur les 24 attendus ont pris part à la 4e édition du tournoi de la Fédération internationale de football des vétérans en Europe. Patrick Mboma et Dorette Elonguet, deux anciennes gloires du football camerounais, ont assisté à la compétition au stade Vélodrome Aulnay-sous-Bois de Paris en France le week-end dernier. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le maire d'Aulnay-sous-Bois en charge des sports, aux côtés de Fred Siewe, président de la FIV, et Didier Passio de l'ASAP 93. L'hymne de la FIV a retenti pour la première fois avec à la baguette le ténor camerounais Christian Akoa. Sur le terrain, c'est l'association des vétérans camerounais de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui s'est adjugé le trophée après une rude compétition qui s'est disputée sur 2 stades simultanément. Le sentiment qu'il y a de la fraternité qui règne, on en avait besoin. L'ambiance est bon enfant et donc voilà, on ne peut que s'en réjouir. Ce regroupement est une diaspora européenne qui se réunissent autour d'une table de telle sorte que la cohésion d'ensemble nous aide à développer notre pays dans le plan social. En marge de ce tournoi de la FIV, on a discuté autour d'une table ronde de l'apport de la diaspora dans le développement du football en Afrique, enjeux et défis. Le règlement a été strictement appliqué. Vous savez, c'est un tournoi vétéran et nous avons, dans notre règlement, c'est 35 ans, moyenne d'âge minimum. Donc les équipes, des vérifications ont été faites. Tout a été respecté et là, la compétition a commencé. Tout se passe plutôt bien et c'est de bon augure. Je pense qu'aujourd'hui, une fois de plus, la communauté africaine d'Europe va offrir du plaisir au travers du partage de ce tournoi et que le meilleur va gagner. La 5e édition du tournoi des vétérans de la FIV a se déroulé à Berlin, en Allemagne, en 2020. Voilà pour la prochaine édition du tournoi FIV, coordonné par le président de cette institution, Fred Siewe. Il est bien camerounais, je vous le rassure. Alors, parlons de ce second thème, ministère des Sports, tension dans la trésorerie en surchauffe, c'est le deuxième thème donc, de ce soir. Au regard des multiples sollicitations des fédérations, je rappelle en ordre les clubs camerounais qui vont entrer en scène en Coupes africaines ce week-end. UMS et Stade Rennais attendent toujours leur subvention, puisque, ayant le statut d'équipe nationale, comme le prévoient les tests, c'est qu'il n'en a encore rien. Pour l'instant, on a suivi la déclaration hier du président des Stade Rennais, président Jean Kueté, qui disait que c'est Stade Rennais du Cameroun et qu'ils vont parler par mer ou à pied du côté de Kinshasa pour jouer ce match. On parle également de l'équipe nationale de volleyball masculine, dont une partie de l'équipe est restée au Cameroun hier. Il n'a pas pris la direction de Bari en Italie pour disputer le tournoi international qualificatif de qualification olympique du côté de Bari. Une partie de l'équipe est partie, d'autres sont restés revendiqués. Winembaina, même s'ils sont partis ce matin, c'était un mouvement d'humeur parce qu'ils n'ont pas eu des primes. Il y a la préparation des Jeux africains avec les différentes fédérations. Alors, Kemin Joy Kitty, vous avez votre équipe qui est aujourd'hui à Dakar, Sénégal. Est-ce que vous avez eu les mêmes problèmes pour obtenir subventions de financement de la part du ministère des Sports? Qu'est-ce que la FECA Basket elle-même a fait à son niveau? Mais écoutez, j'ai envie de dire que c'est un problème général et il ne date pas d'hier. Depuis janvier, aucune fédération n'a pu organiser une compétition internationale avec ses moyens
en place, quand je dis ces moyens, les moyens de l'État, budgétisés par l'État, aucune fédération. C'est-à-dire que si vous avez une commission en janvier, on vous dit vraiment commencer, sinon désistez. Donc les uns et les autres préfinancent, vont même vers les usuriers, ainsi de suite, pour pouvoir aller au bout de sa compétition. Pour le cas du basketball, nous avons eu nos qualifs, les dames. C'était en début mai. Et j'ai envie de vous dire que c'était à fond, enfin, pas fond propre. Que la fédération a dû aller vers des usuriers pour trouver de l'argent. Sinon, vous n'avez pas de qualif, vous n'êtes pas qualifié. Bon, il y aura des railleries autour de la fédération, mais personne ne saura pourquoi. Il y a des menaces de suspension aussi. Voilà, pourquoi est-ce que la fédération n'a pas pu prendre part à la compétition. Et j'ai envie de vous dire que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas remboursé. C'est pas remboursé. Pour vous dire, je ne veux pas entrer dans les détails de tout. La facture des qualifs de mai. Même si, bon, maintenant, il y a eu un problème de procédure là en interne du ministère des Sports, la primature, parce que au moins une partie du budget de l'Afro-Basket, lui, est déjà disponible. La preuve, les filles ont fait 3 semaines, elles sont à Dakar. Mais les qualifs, je vous dis bien, c'est pas possible. Maintenant, vous me demandez quel est souvent l'apport des fédérations. Enfin, vous voyez quand même les fédérations prestées au quotidien, vous voyez bien qu'elles sont toutes démunies. J'ai envie de dire, y compris le football, qui est la vitrine, y compris le football. Nos fédérations sont démunies parce que le paysage économique aussi n'est pas facile. Tout le monde est frileux. Tout le monde est frileux. La situation sécuritaire n'étant pas sereine. Et donc, ces problèmes existent bien avant même. Ces problèmes, si je me rappelle un peu, oui, je dis le problème de moyens au niveau du ministère des Sports. On a toujours eu des fédérations par le passé qui ont eu des problèmes de financement pour des campagnes africaines ou internationales qui ont manqué dans les compétitions. Ils nous le disent au quotidien. Le ministère des Sports ne peut pas financer toutes les compétitions internationales. Il y a autour de août, septembre, octobre, souvent, toutes les fédérations doivent donner leur calendrier de la saison à venir. Le calendrier, donc tout le monde s'y met. Vous imaginez le nombre de fédérations que nous avons, le nombre de compétitions internationales que le ministère devrait prendre en charge. Donc ils répondent souvent au préalable des compétitions. Ah, ça, ils savent. Avant la discussion du budget là, à l'Assemblée nationale, ça, le ministère sait tout. Sauf que maintenant, après, ils ont un premier arbitrage en interne. Ils trient les compétitions par fédération. Par exemple, chez nous, ils n'ont jamais choisi nos compétitions de jeunes. Tout le monde nous demande pourquoi on ne fait pas les U16, pourquoi on ne fait pas les U18. Mais c'est que le ministère n'a toujours pas trouvé bon de pouvoir choisir ces compétitions-là pour être budgétisées. Sylvain Kwambi, est-ce qu'il peut y avoir une solution palliative à ce problème de trésorerie au ministère des Sports? On ressent que le ministère est vraiment mal à l'aise face à ces multiples réclamations des fédérations, des primes lorsqu'il y a des résultats derrière, à essayer de contenter tout le monde. Comment est-ce qu'il peut faire pour sortir de ce traquenard financier? Il faut simplement libéraliser et mieux organiser les choses. Ailleurs, ça se passe comment? C'est de ça dont il est question. Il faut simplement libéraliser. Vous ne pouvez pas vouloir être le principal pourvoyeur de fonds de toutes les disciplines. Ce n'est pas possible. Il y a une loi sur la défiscalisation qui a été mise en place. Comment est-ce qu'on l'implémente sur le terrain? Il me semble plutôt que certains se servent de cette loi sur la défiscalisation de, je crois, 5% pour plutôt importer des voitures. À des fins personnelles. Voilà, à des fins personnelles. Donc voilà, maintenant, il me semble qu'il n'y a pas une véritable politique pour pousser les entreprises. Aujourd'hui, vous voyez des grosses entreprises, des grosses multinationales organisées, mettre de gros financements pour les interquartiers. Ça se voit aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les grosses multinationales aujourd'hui mettent des gros financements pour des interquartiers, inviter des artistes à des montants astronomiques, et pendant ce temps, à l'intérieur, il n'y a pas une saine émulation. Pourtant, le peuple camerounais, pourtant, le peuple camerounais contribue à l'épanouissement de ces entreprises en consommant leurs produits. L'État regarde. C'est un silence totalement complice. C'est de ça dont il est question. Résultat de course, si une fédération n'a pas suffisamment de moyens pour créer un certain dynamisme dans ses activités, ça devient compliqué pour elle d'aller vers ses partenaires. Et puis vous savez aujourd'hui même que, bref, ce n'est pas le sentiment, c'est ce qui est aujourd'hui clair. Avoir 25 de partenariats, c'est pratiquement du copinage. D'accord. Willy K, peut-être vous allez rebondir sur cette question, mais
est que depuis la création, la mise en place de ce ministère des Sports, on retrouve les mêmes problèmes des fédérations qui ont du mal à envoyer leurs équipes dans des compétitions, du mal à payer les primes. On va revenir sur la question du travail en interne que devraient donc faire les fédérations, mais il n'y a que ce ministère des Sports qui sont toujours butés à ce type de problème, à des périodes où il y a énormément de compétitions et qu'on a toujours l'impression que c'est le football qui s'en sort le mieux avec des primes très à la hausse et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire de la part de ce ministère des Sports pour essayer de ne plus retomber dans les mêmes travers, de se retrouver à un moment où la trésorerie est vraiment en surchauffe? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le problème de trésorerie n'est pas seulement l'apanage du ministère des Sports. Alors, on parle des caisses du ministère des Sports. Je voulais déjà apporter cette précision, c'est-à-dire que la machine gouvernementale camerounaise actuellement en souffre. Et je pense que le problème de budget qui aujourd'hui est, je veux dire quoi, le tendon d'Achille des relations entre le ministère des Sports et les fédérations est la conséquence du fonctionnement de la machine étatique de notre pays. C'est-à-dire qu'on ne prévoit rien, on ne planifie rien. Parce que le problème de primes, le problème d'accompagnement des fédérations, c'est un problème qui est vieux de l'époque de Mathusalem. Tout cela, pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où on brille par les discours, on ne brille pas par les actions. Il me semble, dans un discours dans ce pays, qu'on avait dit qu'il n'y a pas de sport majeur et il n'y a pas de sport mineur. Mais on voit sur le terrain qu'il y a effectivement un sport majeur, c'est le football. Aujourd'hui, tous les ministres de sport au Cameroun sont les ministres en charge exclusifs de l'équipe Fagnon de football du Cameroun. Quand l'équipe Fagnon a un problème, le ministre se plie en quatre. On est allé ouvrir les caisses de la trésorerie un dimanche en 2014 parce qu'il y a des gens qui réclamaient 56 millions pour aller nous foutre le bordel au Brésil. On est allé supplier des gens qui réclamaient 40 millions. On leur a donné 32 millions après pour qu'on saute au 8e de finale. Entre-temps, il y a des joueuses qui gagnent pour la deuxième fois consécutive face à un adversaire qui avait archi-dominé une compétition, le volley. On n'a pas pu leur donner ne serait-ce que 30 millions de francs CFA. Donc, aujourd'hui, le problème des trésoreries, il est inhérent à tous les départements ministériels. Mais je pense qu'il y a un problème d'organisation, même d'abord du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Tout le monde aujourd'hui, quand ça concerne le football, le ministre est concerné. Combien de fois vous avez vu le ministre des Sports présider au final des autres disciplines sportives? On envoie un représentant, parfois c'est même un chef de bureau qu'on envoie, on dit va nous représenter. Mais on vous dit que toutes les équipes, toutes les fédérations, tous les sports sont logés à la même enseigne. Oui. Non, c'est faux. Donc je pense qu'il faut d'abord repenser la politique sportive dans notre pays et revoir la fourchette allouée à chaque début de saison à toutes les fédérations sportives. Parce que ces fédérations, comme le veut la loi qui régit l'activité sportive au pays, font parvenir leur calendrier en début de saison dans les délais prescrits par le ministère des Sports lui-même au ministère des Sports. Donc, d'où sort-il que le ministère dise qu'il ne peut pas accompagner? Encore que ce ministère reçoit, comme tous les départements ministériels, l'enveloppe budgétaire qui lui est allouée, qui est décidée par le Parlement à temps. Et il y a autre chose, peut-être qu'il faut préciser. Il faut aussi dire que les fédérations sont englouties dans une bataille de personnes qui fait que, je vous prends un exemple, il y a des particuliers qui veulent bien s'intéresser à des disciplines en intégrant par exemple des fédérations ou des ligues et investir dans la promotion et l'épanouissement des sports. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le ministère justement entretient une certaine bataille depuis pratiquement, ça fait 2 Dixiades. Qu'aucune fédération n'a connu une élection en dehors de la FECAFOOT. En dehors de la FECAFOOT. Donc, il y a des gens qui sont là, coincés, qui veulent même souvent investir, mais qui sont combattus parce que... C'est pourquoi je parlais de politique de voilà, sport. Voilà. Donc, parce qu'on a souvent le sentiment que quand il va venir investir... à l'orée de la Dixiade,
et l'Olympiade. Parce que c'est 4 ans. Mais vous avez des gens qui sont là depuis 8 ans, qui n'ont pas tenu la moindre. Il faut également régler ce problème. Il y a aussi ce problème et ça plombe. Donc, lorsque certains particuliers arrivent et qu'ils prennent peut-être des ligues où ils créent un mouvement, qui crée un certain dynamisme, une certaine volonté et un certain intérêt, alors tout de suite la machine se met en branle pour les mettre hors d'état de nuire parce qu'on a peur que le dynamisme qu'ils amènent va venir vous bousculer au niveau de la présidence de la fédération. Et revenez un peu sur le cas de je vous prends un exemple, le tennis. Ouais. Et on a justement le sentiment que ces fédérations, ce sont des hommes politiques, c'est-à-dire pour conserver une certaine assise sur le plan politique, viennent prendre des fédérations et après partent, ne reviennent que 4 ans plus tard quand il faut parler des élections. Je vous prends un exemple du tennis. Le tennis, on se pose la question aujourd'hui. La seule zone où on a le sentiment de voir le tennis vivre, c'est dans le littoral, où le président de la Ligue régionale de tennis se bat du mieux qu'il peut pour aller voir des entreprises pour un accompagnement. Le cyclisme, c'est mort. Revenons un peu sur le cas d'hier avec cette équipe masculine de volleyball, scindée en deux parce qu'une partie est restée. Une partie des joueurs les plus expérimentés, comme Nathan Wonembaina et autres qui sont restés au Cameroun. C'est vrai qu'ils sont allés ce matin du côté de Barry, selon les informations du président de la Fédération camerounaise de volleyball, Serge Abouane. Et il y a ces revendications qui pouvaient mettre à mal la fédération. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment? La fédération sort, on a risqué une disqualification du Cameroun et une sortie de toutes les compétitions. Mais pourquoi on a ce sentiment que les fédérations, à un moment, ont peur d'aller au front contre le ministère des Sports? Parce que on a vu avec cette actualité de ces joueurs qui sont restés, qui réclament des primes, que la fédération ne veut pas indexer ouvertement le ministère des Sports sur la question des primes, parce qu'on a l'impression que c'est la FECAVOLE qui doit payer les primes, alors que ces primes doivent venir du ministère des Sports. Il vient de l'évoquer. Pourquoi il y a cette crainte? Alors qu'à l'époque, on a vu parfois un moment où la FECAFOOT, à son temps, avait, à l'époque de Joseph Ouna, décidé de monter au créneau. Écoutez, la force de frappe de la FECAFOOT, il faut déjà le dire, n'est pas la même pour les autres fédérations. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le vouliez ou pas, sans l'accompagnement de l'État du Cameroun, la Fédération camerounaise de football peut fonctionner. Elle a des subventions qui lui proviennent de la FIFA, qui sont astronomiques, dont on ne sait même pas déjà ce qu'elle en fait. Elle a des subventions qui découlent de nos différentes qualifications aux compétitions internationales. Et maintenant, le problème avec certaines fédérations, je veux prendre le cas du volley, c'est que l'État tient parfois certains présidents. Le cas de Julien Serge Abouane, qui était un contractuel d'administration. Il sait, Julien, que s'il se met à dos le ministère des Sports, automatiquement il perd son emploi. Et vous savez ce qu'est l'emploi de Julien Serge Abouane. N'ayons pas peur de dire les choses. Aujourd'hui, on parle du volley, on salue les résultats du volley, mais sur le plan local, en interne, il n'y a pas de championnat à Douala. Il n'y a pas d'infrastructure. On parlait d'infrastructure tout à l'heure. Il n'y a pas de stade. Il y a M. Tchefa qui nous a invités pour une pseudo, je veux dire quoi, inauguration d'un siège. Le lendemain, quand je suis reparti, il n'y avait même pas une seule chaise dans ce soi-disant siège de la Ligue régionale de volleyball. Donc, c'est toutes ces choses-là. Je peux vous citer des fédérations comme ça, où il y a même une fédération où on a le président est député, et député du parti au pouvoir. Vous pensez que si le ministère des Sports ne donne pas de subvention par le départ de la sélection, il va dire quoi? Il ne peut pas parler, puisqu'il sait que s'il parle, il se met à dos le grand camarade du parti. Et malheureusement, ce qui me gêne un peu dans certaines fédérations, c'est que ce sont les sportifs au premier plan qui sont jetés la plupart du temps en pâture. Malheureusement, c'est le constat. C'est-à-dire, vous avez le devoir de protéger vos licenciés, mais à la moindre... Incatade, ce sont les joueurs. Vous les jetez en pâture. Pour le cas particulièrement de volleyball, c'est que ces gars sont allés, il faut le dire, ils sont allés pour la CAN, et on leur a fait des promesses. Et vous vous souvenez que si c'était le cas du football, des avions devaient être bloqués sur le tarmac ici, à Yaoundé. Tant qu'on ne débloque pas l'argent, et ce n'est que quand on débloque l'argent qu'eux ils partent. Donc c'est de ça dont il est question. Alors est-ce que la crainte de ces joueurs est justifiée quand on voit que du côté de Prime Potomac, les fournisseurs en matériaux de construction n'ont pas encore eu l'argent? Ils sont allés à une compétition, on leur a promis 3 millions.
en cas de qualification, 3 millions en cas de qualification pour la finale. Donc pour un total de 6 millions, ils sont enfants, on leur a pas remis. Et on leur demande tout de suite de repartir à une autre compétition sans ni solder l'ancienne dette, sans faire quelques promesses que ce soit pour cette nouvelle compétition. Donc c'est normal qu'ils réclament. Et malheureusement, il y a une partie de l'équipe qui est partie, je crois que c'était 7. Et vous savez que le minimum en volleyball pour engager... c'est 8. C'est 10. 10, ouais. C'est 10. Donc, parce que vous partez avec 14 joueurs, c'est pour ça qu'on était en Suisse. Si à ce soir, on n'avait pas fourni la liste finale. Et avec la présence effective des joueurs. On nous a donné 24 heures supplémentaires. Donc, on était même hors délai. Mais Marc, si tu permets, tu as parlé de la frustration des joueurs. Je crois que la colère des joueurs, parce que j'en connais beaucoup dans cette équipe. D'ailleurs, qui ont déjà plus de la trentaine. Je salue mon ami Baina et Boyo aussi. Je dis, leur colère, elle est légitime. Vous savez que les hommes, d'abord les dames, n'ont pas supporté ce que j'appelle le dédain des autorités camerounaises après leur exploit lors de la dernière compétition. Et c'est ça la curiosité. J'ai failli fondre en larmes après que ces filles ont remporté le trophée. Nous sommes allés interviewer la capitaine et vous avez senti Christelle Nana, et vous avez senti que le remerciement qu'elle adressait, j'ai dit, ça se lisait dans son regard. C'est avec beaucoup d'amertume. Donc, c'est comme si quand vous arrivez même, on vous format d'esprit, on vous contraint à tenir certains propos lorsque les médias viennent vers vous. Et j'ai pris la peine encore de réécouter cette bande et j'ai vraiment ressenti cette amertume-là lorsqu'elle remerciait les autorités camerounaises pour l'avoir accompagnée. Et plus tard, quand elles reviennent, on connaît quelle est la suite. Et c'est donc logique, Sylvain, si tu peux mettre quelques mots, Marc, c'est donc logique que les messieurs aujourd'hui soient choqués, soient frustrés. Parce que déjà, ils ont regardez un peu cette finale en Tunisie. Ils jouent contre le reste du monde, ils jouent contre les arbitres, ils jouent contre le public, mais ils réussissent quand même à faire ce qu'ils ont fait là. Ils méritaient quand même un peu plus que ce qu'on a fait. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Ils doivent aller se préparer. Ils n'ont rien eu. Non, franchement, c'est dérisoire ce qu'on leur a donné. Marc, c'est dérisoire quand vous voyez les 32 millions qu'on a donnés à ces pieds plats qui sont allés faire ce qu'ils ont fait en Égypte là-bas. Non, mais il faut être sérieux. Ils n'ont pas encore aussi. Ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu, c'est ce que je suis en train de dire. Ils n'ont rien reçu. Et on leur demande d'aller encore dans une compétition qui est encore plus rude parce qu'ils vont jouer l'Italie, ils vont jouer, je crois, l'Australie aussi. L'Italie, 4e meilleure nation mondiale. C'est le costaud. Et vous savez ce que ça veut dire, le Cameroun qui joue un pays à domicile. Et c'est ce tournoi qui est qualificatif pour les Jeux olympiques. Et quand ils vont se qualifier, vous allez voir les gens embarquer leurs petites amies, leurs copines qui ont mangé leur vie dans un carré-pain, aller acheter les écrans plasma. Non, mais il faut qu'on soit... Non, c'est choquant. William va se calmer. Je vais me calmer. On va se calmer, on va revenir à vous, Willy. Je dis à un moment, il faut que dans ce pays, on est quand même... William, on va revenir à vous. Un peu de respect pour ces gens qui mouillent le maillot. Le temps pour ce sujet est arrivé à son thème, Camille Diop pour sortir. Est-ce que les craintes de ces sportifs dans cette sélection-là sont justifiées au regard de ce qu'on avait par le passé, des promesses non tenues? Vous vous souvenez déjà, même dans votre propre fédération, lorsqu'à l'Afro-Basket des filles, vice-championne d'Afrique, qui avait siégé dans un hôtel à Yaoundé, l'attitude de la fédération camerounaise de basket à cette époque n'avait pas été très bonne. On avait critiqué cette façon de faire. Est-ce que quand vous regardez la façon dont l'Africa Volley a traité ce cas aujourd'hui, où l'équipe est scindée en deux, vous dites qu'on a évolué ou bien qu'on a régressé quand même sur le plan de la protection des sportifs dans la sélection nationale? Bon, déjà, moi, je pense que les situations ne sont pas les mêmes. Les situations ne sont pas les mêmes. Pour le cas du volley, je voudrais mettre de côté le cas du basket parce que les choses ont évolué. La capitaine de l'époque, d'ailleurs, dans cet afro, elle est dans l'équipe qui va faire cet afro au basket, donc on ne va pas réveiller les vieilles blessures. Pour le cas du volley, moi, je pense que je ne sais pas comment ça s'est fait pour que l'équipe soit scindée en deux. Mais la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que ce groupe pourra évoluer ensemble? Ces deux groupes qui ont été scindés, le groupe qui était censé être le bon, qui est parti, le groupe qui écoute les coachs, le staff, et qui a accepté de partir malgré tout. Et ce groupe qui a dû faire,
je ne sais pas, qui a fait un blocus dans un hôtel à Yaoundé et qui finalement décide de partir, comment est-ce qu'ils vont se regarder? Justement. Comment est-ce qu'ils vont se regarder pendant la compétition? Ça va être compliqué. Moi, je pense que le groupe devrait être solidaire dans les bons comme dans les mauvais moments. S'il fallait partir, eh bien, il fallait partir ensemble. S'il fallait rester, il fallait faire blocus ensemble. Donc pour le cas de nos filles, elles étaient effectivement ensemble et c'est pour ça qu'on n'a pas pu des craintes justifiées. Bon, l'équipe est aujourd'hui à Paris, sautant que... Mais vraiment pour finir, je voudrais parler de cette histoire de comment se mettre à dos le ministère des Sports. C'est impossible pour nos fédérations dites mineures de se mettre à dos le ministère des Sports. Sinon, c'est la mort assurée pour vos compétitions internationales. C'est la mort assurée de vos compétitions internationales. Vous ne pourrez plus jamais rien demander. On va vous dire non, allez parler à la télé, allez. Camille, je ne voulais pas parler du basket. Donc c'est ça. D'accord. Allez, on va terminer ce programme avec le dernier sujet au menu pour les 15 dernières minutes. La visite au Cameroun de la star du basketball NBA, Pascal Siakam, qui est finalement au Cameroun. Il a émerveillé la planète avec ses nombreux dunks et autres dribbles de pas et d'autres et à des hoops si vous voulez. Et puis il a décroché dans ce titre avec les Toronto Raptors. Il est de retour au Cameroun pour plusieurs activités qui se sont déroulées il y a quelques heures seulement du côté de Douala et de Yaoundé. Pascal Siakam, dont l'accueil a un tout petit peu laissé un peu sur notre faim pour certains, pour ceux qui étaient à l'aéroport. Mais il a ses raisons. On suit d'abord ce reportage et puis on revient parler de Pascal Siakam en long et en large. A tout de suite. C'est un Pascal Siakam jovial qui s'est présenté à la presse camerounaise ce mardi soir à Douala. Il était loin de s'imaginer les multiples critiques sur son arrivée controversée à l'aéroport international de Douala et le gros retard accusé de sa conférence de presse. Le but de mon voyage, c'était pour des raisons personnelles. Et moi, en tant que personne privée, j'ai toujours été une personne privée. Et notre objectif, c'était de venir. Et pour moi, comme je l'ai dit, venir voir mon père. Et pour moi, je n'ai pas vu l'importance d'avoir toute une fonction. Je voulais que ce soit privé et ce soit pour des raisons personnelles. Le sociétaire des Toronto Raptors, champion NBA 2019, n'a clairement pas mesuré la nouvelle icône qu'il est. Il n'a également pas échappé à la question sur ses envies de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. L'idée de pouvoir représenter son pays en tant que tout compatriote est toujours quelque chose d'important. Et pour moi, et vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme vous l'avez vu, l'opportunité que j'ai eue d'avoir le drapeau camerounais sur moi, j'étais fier. Toujours être fier d'être Camerounais. Et donc pour moi, avoir cette opportunité à un jour sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc maintenant, ce qu'il faut, je ne sais pas exactement, mais pour moi, je sais que l'envie est là. Le champion de basketball NBA était accompagné à cet échange par 2 de ses agents et le président de FIBA Afrique, le Sénégalais Fall. Autre hic remarqué, l'absence d'un ou des membres de la Fédération camerounaise de basketball aux côtés de Siakam et compagnie. Même pas un simple visuel de la fédération qui lorgnait pourtant tout au loin Kaminjo Ekiti, tout un secrétaire général au fond de la salle. Je prends par ce talent. Alors Kaminjo Ekiti, vous étiez donc à cette conférence de presse de Pascal Siakam, la star attendue, qui a hissé le drapeau camerounais très haut du côté des États-Unis dans une des ligues les plus connues dans le monde entier. Première question, est-ce que la Fédération camerounaise de basketball a été approchée pour cet événement de Pascal Siakam, si elle a été associée, oui ou non? Parce que nous on a remarqué dans la salle, avec nos yeux de faucon, qu'il n'y avait pas non seulement un membre de la Fédération sur le panel, et ne serait-ce qu'un petit visuel dans les documents et au niveau du background. Ben, la réponse elle est simple, c'est non. Nous n'avons pas été associés à toutes les articulations du passage de Pascal Siakam dans la ville de Douala. Mais bon, ça aussi, on a pu le comprendre. Pascal est venu, c'est des activités privées, il n'est pas de question que la fédération soit derrière lui. Si nous avions été conviés de façon officielle, oui, nous aurions pu être là officiellement.
J'étais dans la salle pendant la conférence de presse comme un amoureux du basket. Comme un amoureux du basket qui était au courant de ce que la star NBA avait des messages à passer au grand public. Et surtout aussi parce que nous avions des discussions à avoir avec M. Gallo, qui est le président de NBA Afrique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une nouvelle compétition qui est en train d'être munistituée et nous souhaiterions que au moins une équipe camerounaise puisse être prise en compte dans cette compétition que la NBA est en train de vouloir ériger en Afrique. Donc c'était le pourquoi de notre présence là. Le lendemain d'ailleurs, lors de son camp de basket du match de gala à l'école de Mounis Savio, nous étions aussi là, toujours pour apprécier ce que le jeune Pascal était devenu, parce qu'il est passé par la Ligue du Littoral. À ce moment, j'étais encore un des dirigeants de la Ligue. Donc il était question pour nous aussi de voir l'homme qu'il était devenu. Voilà. Maintenant, pour le reste, la fédération n'a pas été conviée autour de ces activités, mais nous étions là. Par ailleurs, il faut savoir qu'à Yaoundé, à partir de demain, enfin surtout les 10 et 11, 2 jours de camp, que son président, Oudjiri Massaï, a bien voulu organiser avec les Giants of Africa. Il y aura un camp de basket qui va durer 2 jours. Et là, par contre, la fédération est suffisamment partie prenante dans ces événements-là. D'accord, donc il y a 2 secteurs. Le secteur de Douala, surtout avec l'arrivée, la fédération en retient, n'a pas été approchée. Mais il a dit, le secteur de Douala, c'était véritablement privé, il a dit. Mais c'est très simple. Vous le dites parce qu'on nous a pris, en grippe à la fin de la conférence de presse en disant qu'on ne peut pas dire des choses qu'on ne maîtrise pas et que la fédération, si vous êtes dans la salle, c'est parce que la fédération a été approchée. Mais j'ai une autre question quand même. Lorsque, que ce soit au foot ou autre discipline, lorsque un étranger, bon, en quelque sorte, lorsque quelqu'un veut faire son initiative dans une discipline au Cameroun, est-ce qu'il ne se doit pas d'informer la fédération, de notifier la fédération de son événement et autres pour essayer justement d'avoir cet agrément-là? Est-ce que ce n'est pas obligatoire, que ce soit en football et autres, lorsqu'on veut créer un centre d'information, lorsqu'on veut organiser un camp, une sélection, d'informer la fédération concernée par la discipline? Écoutez, j'ai envie de vous dire que je vous mettrai au défi de que quelqu'un vous mette vous montre un courrier qu'il a envoyé à la Fédération de basketball concernant le camp de Pascal. Mais pour nous, c'est... Pas seulement forcément pour le camp de Pascal, mais pour d'autres initiatives. Non, pour la plupart des choses, nous recevons des courriers, des gens qui nous présentent leur Est-ce que c'est obligatoire un accord? C'est obligatoire, bien sûr, que nous donnons notre accord pour l'organisation de tel camp de basket, de tel tournoi privé. Est-ce que vous allez arriver que le ministère des Sports vous somme justement sur des questions de... On voit qu'il y a des initiatives un peu de partout pour savoir s'ils sont en ordre. Bon, disons, j'ai envie de dire pas encore. Pour l'instant, pas encore parce qu'il n'y en a pas à l'appel, le basket. Il n'y en a pas à l'appel et pour l'instant, on va dire, nous les contrôlons suffisamment. Voilà, donc je disais, nous n'avons pas reçu de courrier officiel des organisateurs de l'arrivée de Pascal, mais bien entendu que nous étions ouverts à tout ce que Pascal venait faire au Cameroun. C'est un joueur que nous souhaitons à qui nous souhaitons faire porter le verre aux jaunes, donc il n'est pas de question qu'il y ait le moindre couac entre la fédération et lui. Ouais, on reviendra sur ce cas-là. Sylvain, vous étiez dans cette conférence de presse. Est-ce que vous avez le sentiment que Pascal Siakam a été préparé pour une arrivée triomphale? Parce que lorsqu'on écoute Pascal Siakam et on a l'impression qu'il est très sincère, c'est qu'il sait depuis le mois de février, comme il avait annoncé son retour au Cameroun, qu'il vient faire une visite privée pour aller sur la tombe de son papa. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'a pas été suffisamment briefé sur tout ce on devait faire autour de sa venue et avec le titre de champion NBA qui est venu après son annonce de venir au Cameroun pour son papa décédé? Non, vous savez que si je veux par exemple prendre le cas de l'énorme retard qu'on a semblé banaliser dans la salle, j'ai suivi par exemple la réaction du président de la GSC Littoral dans un média qui disait que la presse... Monsieur David Eyenge, voilà, David Eyenge qui disait que la presse n'aime pas s'informer, qu'on devrait en principe se rapprocher de lui qui avait l'information depuis février. Sauf qu'en février, personne ne pouvait miser que Pascal Siakam serait champion NBA. Donc son retour était annoncé, c'était pas un retour officiel.
ce n'était pas un retour officiel. Donc, c'est-à-dire, il avait estimé que lui veut rentrer. Et bon, maintenant, de bouche à oreille, c'est tombé dans les oreilles des uns et des autres que Pascal Siakam revient. Il faut, par exemple, vous dire que Luc Bahmout est au Cameroun actuellement. Il est arrivé. Au Cameroun, voilà, et Joel Embiid également est au Cameroun. Oui. Et vous voyez que ça n'a pas créé. Et donc, ils sont revenus de manière tranquille. En fait, ils ne sont pas devant les feux des projecteurs. Voilà. Et c'est là où la notion de l'anticipation doit se poser. Sauf que, à ce moment, quand il annonce son retour, vraiment, ça ne peut émouvoir personne, si ce n'est les amoureux de basket particulièrement. Mais sauf qu'entre-temps, il devient champion NBA et MIP. Ouais. Donc, ça change, donc, ça change complètement la donne des choses. Et son retour, pour ceux qui ont suivi, à qui ça a dégagé beaucoup de passion, ne peuvent rester indifférents. Et vous avez vu qu'on a repris le président de NBA, le vice-président de la NBA, lorsqu'il a voulu banaliser le fait qu'on n'avait pas besoin. On lui a dit non. D'abord, et encore que les retours triomphants, ça ne se fait pas qu'en Afrique. On ne demande pas votre avis pour vous réserver, voilà, pour vous célébrer. On ne demande pas votre avis. C'est une culture africaine. Ce n'est même pas seulement une culture africaine, c'est une culture mondiale. Lorsque les équipes gagnent les titres, vous voyez comment ces équipes sont célébrées quand elles reviennent. Donc, c'est pourquoi je dis, lui, dans sa modeste personne, il n'a pas intégré ce volet populaire. Déjà, oui. Malheureusement, ce n'est pas lui le problème, c'est l'entourage. Parce que lorsque vous êtes une personnalité comme celle-là, comme celle que Pascal Siakam est devenu, vous ne vous appartenez plus. Et pour cela, tous ceux qui gravitent autour de vous doivent pouvoir vous interpeller ou vous mettre sous, je ne sais pas, sur un programme et vous expliquer un peu comment les choses doivent se passer. Ce qui n'a pas été le cas. Les fans se sont déplacés de partout dans le Cameroun pour arriver à l'aéroport. Ils ont été pratiquement snobés. Vous avez vu cette conférence où les médias sont arrivés à 15h. Et justement, pour vous démontrer que c'est quelqu'un de très humble, il est allé lors de cette conférence jusqu'à vouloir nous montrer son téléphone. Après s'être excusé. Pour dire que lui, l'information que lui, il reçoit, c'est 18h. Et effectivement, à 18h, il était au hall attendant que on lui signale simplement que les médias sont là, montés, les rejoindre. Or, vous avez remarqué que jusqu'à même 18h, le backdrop, c'est pas Pascal Siakam qui va venir monter le backdrop à l'arrière. Rapidement. Là, nous sommes en plein... La gestion de la star. Non, là, nous sommes en plein dans les Camerouniens. Il faut qu'on sorte de ces mentalités grégaires. Pascal Siakam est au niveau professionnel. Et dans le professionnalisme, on n'improvise pas. On planifie. Et les gens, au Cameroun, on est dans un pays où on veut chanter les louanges du roi, même lorsqu'il n'a pas demandé qu'elle soit chantée. Ce qui s'est passé avec Pascal Siakam, ce n'est ni plus ni moins que de la récupération et de l'opportunisme. Il y a des proches de Pascal Siakam qui savent, qui sont informés de ce que Pascal sera au pays à cette période-ci, après la saison. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Comme Joel Embiid est au Cameroun, comme Bahmout est au Cameroun, ses proches le savaient. Mais comme les gens aiment la récupération et l'opportunisme, ils ont surfé et sur la venue de Pascal Siakam et sur le titre de champion de NBA pour se faire la malle. Parce que je ne suis pas sûr que c'est Pascal Siakam qui a demandé aux gens de faire floquer ses maillots estampillés Siakam. Lui-même vous dit qu'il est surpris de voir les gens à l'aéroport. Non, il n'a pas été préparé. Non, il n'a pas été préparé parce que ça ne faisait pas partie de son emploi du temps. Oui. Les gens ont fait de la récupération et dans cette récupération, ils ont fait dans l'opportunisme et ils en ont tiré les bénéfices. Et aujourd'hui, on ne peut pas accuser Pascal Siakam de cela. Non, David vient à dire aux gens que la presse devait prendre l'information. Quelle information sportive vous avez tirée de cette conférence de presse de Pascal Siakam? La seule chose, c'est qu'il souhaite jouer. Et quand vous suivez même l'élément que vous voulez passer, il y a quelqu'un qui va applaudir dans la salle, mais personne ne suit. Donc vous voyez qu'il y a des gens là qui veulent faire, comme on dit souvent, généralement, trivialement au quartier de la Calakou, à un gars qui, lui, est venu faire son deuil. Il est venu faire son deuil, il est venu pleurer son père. Et qu'on arrête avec cette histoire. Et je dis, et ça tombe bien que vous soyez là.
Parce qu'on peut perdre des garçons comme ça à cause de ce genre d'ineptie. C'est clair. Et il est sorti très gêné parce qu'il avait le sentiment, d'avoir blessé des personnes. Non, c'est que je lui. C'est-à-dire qu'il avait le sentiment justement parce que les échanges entre la presse et lui étaient tellement froids que la consort d'Equinox TV a dû insister pour que et ça c'est un peu la grossesse un peu détendue. Julie Gay, lorsqu'elle va à cette conférence, elle a reçu un ticket une demande d'explication. Elle a reçu un ticket de Pascal Sakam. Elle n'a pas reçu un ticket de Pascal Sakam d'invitation. Parce que Pascal, autour de lui, il a toute une équipe qui est chargée de son image, qui est chargée de sa communication, qui est chargée. Et je dis, moi j'ai participé à un événement organisé par Luc Bahamouté. J'ai reçu une invitation personnelle en portant la signature de Luc si vous voulez donc qu'on entre dans les dessous. Non, il n'y a plus le temps. Non, il faut. Non, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Non, il n'y a plus le temps. On termine sur on termine sur l'angle de Siakam à l'équipe nationale du Cameroun. On a écouté sa réaction. Il dit je veux, mais Camille Joe Ekiti, la FECA Basket veut Pascal Siakam pour les prochaines compétitions. Il y a le Cameroun. Ça ne peut pas lui, le Cameroun. Et lui également, il a... J'ai envie de dire que nous ne sommes plus capables, la fédération seule n'est plus capable de manager ces stars. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince pour faire venir Pascal Siakam et les autres en sélection nationale du Cameroun qui ont toujours clamé leur amour pour le Cameroun, pour certains. Bahamouté a déjà joué, il a constaté des sacrifices. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour venir jouer? Qu'est-ce qui coince avec la NBA? C'est que les calendriers coïncident déjà. Il faudrait qu'au moment où on a nos compétitions FIBA, que la NBA soit à l'arrêt. Parce que aucune sélection du monde ne peut utiliser un joueur NBA tant que la NBA est en compétition. Donc c'est un peu compliqué. Pour le cas des qualifications, on a vu des joueurs prendre des... Aucun. Pour le cas des derniers qualifs, nous avons eu une date où les joueurs NBA étaient disponibles. C'était en septembre. C'était en septembre. En Afrique, presque tous les joueurs ont pu prendre part. Tous les joueurs NBA ont pu prendre part. Les Tunisiens, les Sénégalais, les Nigérians ont pu jouer dans leur sélection. Seuls les Camerounais n'ont pas pu être présents. Alors qu'ils étaient libres. Bien sûr qu'ils étaient libres. Est-ce que la fédération les a convoqués? Est-ce que le coach les a convoqués? Ils ont été convoqués. Ils ont été convoqués par le biais de leurs agents parce qu'il faut savoir qu'ils sont en dehors de Luc, qui est un peu ouvert et qui est un peu autour de la sélection depuis très longtemps. Les autres sont tellement fermés que nous n'avons pas leur contact direct, donc il faut passer par la côté. Et quand c'est fermé là-bas, nous, on n'a pas accès aux joueurs. Et en basket, on ne passe pas par les clubs, par les franchises, comme au football où on passe par les clubs. Si, mais bon, vous passez par un fax ou une adresse email de Philadelphie. Donc on a toujours l'impression que... Donc ça tombe dans un truc, vous n'avez même pas un accès de réception. Donc on a toujours l'impression que FIBA et NBA, c'est un... Non, nos deux jeunes pépites, que sont Pascal et Embiid, si ces deux-là veulent jouer pour la sélection, joueront. Je veux dire que le Cameroun devra, c'est vrai, casquer un peu plus pour pouvoir les avoir, mais c'est dans les cadres du Cameroun. On parle souvent d'assurance. Non, mais le problème de l'assurance, pour les derniers qualifs, je prends cet exemple, la FIBA payait toutes les assurances des joueurs européens. Et puis même les joueurs, on a vu Tipeee faire ça avec la France, Tipeee a payé. Donc, Pascal qui dit qu'il veut jouer avec le Cameroun, il sait que le Cameroun a sollicité pour la dernière campagne ouverte. Maintenant, il faut qu'on soit sûr qu'il le sait, parce que si on ne parle pas de l'agent, si l'agent ne transmet pas... On espère qu'avec sa présence maintenant, que la fédération va nouer des rapports rapidement avec Pascal Siakam pour ce qu'il... On sait aussi que c'est compliqué parce que ces joueurs ne s'appartiennent plus. Et pour le cas de Pascal plus précisément, il y a un an encore, moi je disais qu'il était le plus proche par rapport à Joël, par rapport au discours des uns et des autres, il était le plus proche des Lions il était plus proche que Joël. Mais je pense... Aujourd'hui, avec le titre NBA de Pascal, il va s'éloigner davantage. Ça ne dépend pas que de lui, ça ne dépend pas que de lui. Est-ce que le club voudra le laisser? Est-ce que les agents sont d'accord? Est-ce que sa famille sera d'accord? En fait, il faut que la fédération puisse dealer avec tout ce monde-là en même temps. Pour avoir Pascal Siakam, il faut que le ministère des Sports, au-delà des félicitations, vous accompagne pour faire venir... Il n'y a pas que le ministère des Sports. Il faut savoir que Pascal Siakam a reçu
une lettre officielle signée de la main du chef de l'État. Je le dis aujourd'hui parce que les gens ne savent pas, c'est passé par la il a été félicité par le chef. En dehors du tweet, j'ai dit bien une lettre officielle signée du chef de l'État. Donc c'est très important. Le Cameroun... C'est autant de choses parce qu'il aurait pu en parler en conférence de presse. Bon, ça ne sait pas. Oui, est-ce que le courrier est même arrivé? Nous-mêmes maintenant, on ne sait pas. Non, encore qu'il faut savoir si le courrier... Encore qu'il faut savoir si le courrier est arrivé. Parce que ce n'était pas le biais de l'adresse de l'agent. Maintenant, le retour, on l'a mais si ça avait été organisé, vous l'auriez su. Oui. On pouvait travailler même le protocole du questionnaire, le protocole de la communication. Je vous promets que jeudi prochain, la gestion je vous promets, monsieur, vous le confirme. Sylvain, c'est bon, je vous promets que jeudi prochain, on refera le débat sur les dispositions des joueurs africains évoluant en NBA avec le calendrier de la FIBA. Parce qu'on voit que ça revient très souvent. FIBA, NBA, qui est le vrai patron, on va appeler d'autres confrères à l'étranger pour plus ample explication. Merci à tous d'être venus, à tous ceux qui ont suivi ce programme. Rappelez que le tournoi de football championnat de vacances à Mabanda se poursuit. Je serai là-bas ce vendredi pour les matchs dans l'après-midi. Et pardon, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Comme Franck Duroc, Dasson qui nous a suivis partout. Rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h30 pour un autre questionnement. Bye!